Ils ont piégé une femme noire obèse avec un rendez-vous arrangé. Ces mots les ont fait pleurer. Le café L'Aube douce sentait le sucre chaud et la brioche au beurre. Les lumières dorées, suspendues comme de petites lunes, faisaient scintiller les vitrines. Une chanson douce d'Eddie Besson flottait depuis les enceintes, couvrant presque le bruit de la rue. 14 h, pile. La porte vitrée s'ouvrit et Naya Monroe entra. Femme noire, 37 ans, ronde, belle sans le savoir, vêtue d'une robe bordeaux qui dessinait ses courbes sans les cacher. Ses dreadlocks étaient attachés en un chignon haut et ses yeux, fatigués mais attentifs, scannaient l'intérieur du café. Elle choisit une table contre le mur, près d'un grand miroir ancien. De là, elle voyait la porte. Et surtout, elle voyait ceux qui la regardaient. Deux hommes au fond, à moitié cachés derrière un journal et un ordinateur portable. La chemise ouverte, le rire facile, les téléphones tournés vers elle à moitié dissimulés dans leurs mains. Léo et Maxime, les humoristes du bureau. Toujours un mot pour se moquer, toujours une blague sur les autres. Aujourd'hui, leur blague, c'était elle. Ils avaient organisé ce rendez-vous, un blind date, un jeu, un moment de pure humiliation, selon leurs propres mots en message vocal. Il va la voir et se barrer direct. On va filmer sa tête. Ça va faire 200K vues minimum. Naya ne savait rien de ça. Elle avait juste reçu un message d'une collègue bien intentionnée. J'ai un ami super gentil. Il voudrait te rencontrer. Tu devrais y aller. Tu mérites qu'on te regarde autrement. Elle y avait cru. Ou plutôt, elle avait voulu y croire. 4 ans qu'elle élève sa fille seule. 4 ans qu'elle met la vie des autres avant la sienne. 4 ans qu'elle ne s'est pas autorisée à être aimée. Sa main glissa sur la table. Elle sentit le bois lisse, s'accrocha à ce contact. 14h05. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Pas un cliché de cinéma, pas un mannequin. Juste un homme normal, fatigué, solide, avec un pull gris un peu usé et une barbe de 3 jours. Il scruta la salle. Naya sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il la vit. Il sourit et il avança. Naya? Elle hocha la tête, un geste petit comme un battement d'aile. Bonjour, Elias? Oui, merci d'être venu. Il tira sa chaise pour elle. Un réflexe rare. Elle s'assit, lui aussi. Un silence un peu fragile flotta entre eux. Puis il dit doucement, « Je vais être honnête tout de suite. Je n'ai pas choisi ce rendez-vous. » Le ventre de Naya se serra. Elle sentit une brûlure monter derrière les yeux. « Je comprends, » murmura-t-elle. Mais il continua. « Ce n'est pas ce que tu crois. Léo et Max m'ont invité ici sous prétexte de rencontrer une amie. Je ne savais pas que c'était toi. » Elle baissa les yeux. Il y avait toujours ce moment, cette seconde où quelque chose se brise. « Et maintenant que tu sais, tu veux partir ?» souffla-t-elle. Elias regarda un instant les deux hommes au fond. Leur téléphone était braqué vers la table. Puis il détourna les yeux. Revint vers elle. « Non, je veux rester. » Elle releva la tête. Dans ses yeux à lui, ni pitié, ni malaise. Juste une honnêteté brute, une forme de chaleur qu'elle n'avait plus vue depuis très longtemps. « Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on prenne ce café, vraiment. » Naya sentit quelque chose se fissurer, mais pas de douleur cette fois. Un début de réparation. À la table du fond, Maxime murmura « Mec, il ne se barre pas. » Léo grinça des dents. « Continue à filmer, ça peut encore foirer. » Elias se pencha légèrement. « Je sais que c'est bizarre,
Mais est-ce que je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire quand personne ne regarde? Elle le regarda. Il n'y avait rien de moqueur dans sa voix, pas d'ironie, juste une vraie curiosité. Un petit rire lui échappa, fragile, tremblant. Je fais des gâteaux, trop de gâteaux. Ah, dit-il intrigué. Oui, à chaque fois que la vie devient trop lourde, je fais un cake au citron, ou un fondant, ou trois. Il sourit, un sourire vrai. Alors on est déjà deux. Moi, quand ça va mal, je fais des crêpes. Elle éclata d'un rire qu'elle ne s'était pas autorisé depuis longtemps. Et ce rire, capté par la caméra des deux idiots, ne ressemblait pas à une humiliation. Il ressemblait à un miracle en train de naître. Le serveur approcha doucement. « Vous avez choisi... » Je vais prendre un thé au jasmin et une part de tarte à la Mirabelle, dit Naya. Elle hésita une seconde, comme si commander un dessert était déjà une transgression, comme si elle devait s'excuser d'avoir envie de quelque chose. Elias répondit, sans un battement de plus. « Pour moi, un café allongé et la même tarte, s'il vous plaît. » Le serveur nota, sourit, repartit. Naya fronça les sourcils. « Tu aimes la Mirabelle ?»« Je ne sais pas, mais si tu la prends, j'ai envie de l'essayer. » Elle le fixa. Pas de moquerie, pas d'ironie. Juste ça. Un petit geste qui disait « Je suis ici avec toi, pas contre toi. » Elle ne s'en souvenait plus, la dernière fois que quelqu'un s'était aligné sur elle pour la mettre à l'aise. À la table du fond, Léo fulminait. C'est quoi ce délire? Il joue le rôle du prince charmant ou quoi? Continue de filmer. Elle va dire un truc gênant. Elle va pleurer. Ça finit toujours comme ça. Tu sais, dit Elias, je suis arrivé avec l'intention de rester 10 minutes et de filer. Je ne suis pas fier de ça, mais c'est vrai. Et maintenant? Il haussa les épaules. Maintenant, j'ai envie de rester parce que t'es réel et j'en ai marre du plastique. Elle resta figée une seconde, puis secoua la tête. Tu ne me connais pas. Alors aide-moi. Il dit ça comme on tend une main à quelqu'un noyé. Naya inspira. Très bien. Je m'appelle Naya Monroe, 37 ans. Maman d'une fillette de 10 ans, Amara. Je travaille au service après-vente d'une entreprise où tout le monde crie au téléphone. Je cuisine pour rester debout. Je porte du 5 en 4 et j'ai passé toute ma vie à croire que ça faisait de moi une erreur. Elias ne cligna pas. Pas un muscle de rejet, juste un silence instable. Puis il répondit. Moi, c'est Elias. 40 ans. Je travaille de nuit à l'entrepôt pour pouvoir emmener ma fille à l'école le matin. Je n'ai jamais eu de diplôme. Ma femme est partie quand Luna avait 2 ans, en disant qu'elle voulait une vie qui ressemble à quelque chose. On dirait que je n'en faisais pas partie. Un léger rire amer. Alors je fais des crêpes à minuit et je raconte à ma fille que sa mère est partie en mission secrète. Naya sourit, triste. C'est la version douce. C'est la seule qu'elle mérite. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton doux. Tu sais comment elle t'a appelé quand je lui ai dit que j'allais voir quelqu'un? Comment? Une princesse. Naya cligna des yeux. Une... Quoi? Elle n'a jamais vu ta photo. Elle ne sait rien de toi. Juste que tu es une dame qui vient boire un thé avec son papa. Et pour elle,
Toutes les dames gentilles sont des princesses. Une larme coula. Elle l'effaça avant qu'elle touche sa joue. Pas une larme de honte. Une larme d'un autre goût. Une larme de « et si j'avais pourtant de la valeur ?» Le serveur revint avec les desserts. 2 parts généreuses de tarte aux mirabelles, bien dorées, sucre caramélisé, une odeur chaude de fruits et de beurre. Naya déglutit. Le moment où beaucoup, avant lui, prenaient leur distance. Les regards, les remarques, ou pire, les faux compliments. Elias prit sa cuillère, coupa une bouchée, goûta, puis déclara « C'est officiellement le meilleur truc que j'ai mangé cette semaine. » Il en reprit une deuxième, sans un regard vers son ventre, sans un geste gêné, sans essayer de jouer à l'homme gentil. Il mangeait juste une tarte avec une femme, comme si c'était normal, comme si ça devait l'être depuis toujours. À la table du fond, Kevin baissa enfin son téléphone. « Je crois que on s'est trompé. » Léo resta silencieux, pour la première fois depuis longtemps. Elias posa sa fourchette. « Tu veux savoir la vérité? Je ne suis pas resté par pitié. Je suis resté parce que tu me fais penser à quelqu'un que je respecte profondément, moi-même. » Elle ne comprit pas. Il continua. « Toute ma vie, on m'a jugé sur ce que je n'avais pas. Pas de diplôme, pas d'argent, pas de femme, pas de Silhouette magazine. » Il fit un signe vague vers lui-même. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est ce que j'avais, du courage, du cœur, et une fille qui croit que je suis un super-héros. Ses yeux se posèrent sur Naya, et sa voix se fit basse. « Et toi aussi tu portes l'armure de quelqu'un qu'on a blessé trop de fois, mais tu es encore debout, et ça, c'est royal. » Elle n'avait pas de réponse. Elle n'avait jamais eu de réponse pour ce genre de phrase, parce qu'on ne lui en avait jamais dite. Le café se vida peu à peu. Les étudiants refermèrent leurs ordinateurs. Une vieille dame rangeait son tricot. La lumière du dehors commençait à bleuir, celle de l'heure entre après-midi et soirée. Mais pour Naya et Elias, le temps avait cessé de courir. Ils n'étaient là plus dans un piège, ni dans une farce. Ils étaient quelque part entre le passé qui faisait mal et le possible qui faisait peur. « Tu veux savoir un truc ?» dit Naya en tournant doucement sa cuillère dans sa tasse. « Toujours. Eh bien, il y a 1 an, j'ai promis à ma fille que j'allais me remettre à vivre pour vrai, que j'allais arrêter de juste survivre, mais je n'y arrive pas. » Elle inspira lentement. « Je me dis toujours, je vais commencer quand je maigrirai, quand j'aurai de beaux vêtements, quand j'aurai économisé assez, quand j'aurai la tête pour ça. » Elle haussa les épaules. « Et puis je regarde mon assiette, mon corps, ma vie, et je me dis, ils avaient raison, je ne suis pas faite pour être aimée. » Elias resta silencieux un moment. Pas une seconde de trop, pas une seconde de moins. Puis il dit, « Ils n'avaient pas raison, ils n'ont jamais eu raison. Ils ont juste parlé plus fort que les autres. » Naya releva les yeux. Il ajouta, « Le monde n'a pas besoin que tu changes pour te donner de la place. Il a besoin que tu t'installes, même s'il te regarde de travers. » Une larme monta. Elle l'étouffa avec un rire ironique. « Tu parles comme un poète. Je parle comme un mec qui a donné des tartines à 3 heures du matin à une enfant qui pensait que la lune était en colère. » Elle rit. « Tu veux voir une photo d'Amara? J'allais te le demander. » Elle sortit son téléphone. Clic.
Écran allumé. Une petite fille noire, cheveux manquettes, lunettes rondes roses, souriant à pleines dents devant un gâteau énorme, recouvert de paillettes comestibles. C'était son anniversaire. On n'avait pas d'argent pour faire une fête. Alors j'ai fabriqué une licorne en pâte à sucre juste pour qu'elle y croie. Elias sourit, un sourire qui n'avait rien à prouver. Tu es une reine, pas besoin de couronne. Soudain, un éclat sonore brisa cet instant fragile. Un rire, sec, nerveux, forcé. Léo venait de se remettre à commenter, à voix haute. Regarde-les, ils parlent comme dans un film. C'est trop ridicule. Kevin ne riait plus, lui. Il regardait, mais pour la première fois, il voyait. Il voyait les mains de Naya qui tremblaient un peu. Il voyait les yeux d'Elias, fatigués mais doux. Il voyait deux gens vivants malgré tout. Et il chuchota, presque pour lui-même. On n'est peut-être pas les gentils dans cette histoire. Léo souffla. Arrête de faire ton philosophe, c'est juste une blague. Non, répondit Kevin. Une blague, c'est quand tout le monde rit. Là, il y a que nous qui riait. Silence, pesant. Pour la première fois, Léo regarda non pas son téléphone, mais les visages. Et il vit autre chose que ce qu'il attendait. Pas du malaise, pas de ridicule. Il vit un lien, profond, fragile, réel. Il baissa son téléphone. Elias prit une gorgée de café, puis dit « Tu veux que je te confie un truc que j'ai jamais avoué à personne? Je t'écoute. Il y a 4 ans, quand ma femme est partie, je me suis regardé dans la glace et j'ai pensé « Il n'y a rien de beau à aimer ici. » Il posa sa tasse. Et puis j'ai vu ma fille me regarder avec des yeux pleins de confiance. Et j'ai compris que, si je me détestais, je lui apprenais à se détester aussi. Naya sentit un frisson lent, profond, lui traverser la poitrine. « Tu as choisi d'être gentil avec toi pour elle, » murmura-t-elle. « Oui, et tu devrais faire la même chose pour Amara. » Il la fixa, longtemps, pas comme un juge, comme quelqu'un qui attend qu'on rentre enfin chez soi. Ce soir, si quelqu'un te demande ce que tu as fait de ta journée, tu devrais répondre « J'ai vécu » et ce sera déjà énorme. Elle ferma les yeux une seconde. Ce n'était pas un compliment. C'était une permission qu'on ne lui avait jamais donnée. Elle inspira. L'air était plus léger. Puis elle dit, le regard perçant. « Elias? Oui? Tu sais que tu as le droit d'être heureux toi aussi. Pas seulement utile, pas seulement fort. Heureux. » Il resta sans voix. Pour la première fois, ses yeux brillèrent. Pas de douleur, de reconnaissance. Et pendant que 2 personnes se réparaient doucement l'une l'autre, 2 autres, à 2 tables plus loin, comprenaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui les dépassait. Une blague avait planté une graine. Ils avaient voulu se moquer d'un corps. Ils avaient déclenché un cœur. Le soleil baissait derrière les toits parisiens, teintant les vitres du café L'Aube douce d'un reflet orange brûlé. La lumière se faisait plus douce, plus sincère. Mais à la table du fond, l'ambiance n'avait plus rien de léger. Léo fixait son écran, le replay de la vidéo qu'il enregistrait depuis le début. Il s'attendait à un moment gênant, à une phrase maladroite, à un regard de dégoût. Mais ce qu'il voyait n'avait rien à voir avec ça. Une femme noire avec des rondeurs qu'elle n'essayait pas de cacher. Un homme fatigué, marqué par la vie, mais dont le regard se posait sur elle comme si elle était la plus belle chose dans la pièce. Et surtout, pas la moindre trace de honte.
Les deux parlaient comme si personne ne regardait. Ou pire, comme si personne n'avait jamais regardé. Kevin, à sa gauche, se passa la main sur le visage. Léo, je crois qu'on a dépassé une ligne. T'exagères. C'est de l'humour. Tout le monde fait ça. Non, tout le monde regarde. Nous, on filme. C'est pas pareil. Un silence, lourd, visqueux, avec un goût amer qu'ils ne connaissaient pas encore, la culpabilité. Pendant ce temps, Naya regardait Elias avec un mélange d'incrédulité et d'apaisement. Depuis 4 ans, personne ne l'avait écoutée sans chercher à la corriger. Depuis 4 ans, personne ne l'avait regardée autrement que comme un problème à régler. Mais lui, il buvait ses mots comme si c'était des preuves, comme si elle était un témoignage, comme si exister n'était pas une erreur. Un instant, elle oublia où elle était. Elle oublia ce que cette rencontre avait été censée être, une humiliation. Elle oublia même ceux qui la regardèrent dans le dos. Elle était juste là, vivante, et pour la première fois depuis longtemps, pas en défense. Puis, soudain, elle sentit un frisson, un signal dans son ventre. Cette intuition qu'on développe à force de survie. Elle pivota lentement la tête, et elle les vit, les deux téléphones, les demi-sourires, la honte qui n'en était pas une, la caméra encore allumée. Son cœur se serra, la vérité s'abattit. C'était une blague, pas une question, une certitude. Elias suivit son regard. Son expression changea. Il comprit. Naya se leva doucement, pas brusquement, pas dans une explosion de colère, juste, avec une lenteur qui faisait trembler l'air autour d'elle. Elle marcha vers leur table. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit, mais chaque pas résonnait dans le cœur de ceux qui regardaient. Elle s'arrêta devant Léo et Kevin. « Vous filmez depuis combien de temps ?» demanda-t-elle, voix calme. Léo déglutit. « C'était juste pour rire, Naya. On voulait pas me ridiculiser. » Silence. Elle soutint le regard. « Vous vous êtes dit, ce sera drôle. Elle sera mal à l'aise. Il sera gêné. On partagera ça. On rira. » Elle pencha la tête. « Vous avez décidé que je n'avais pas le droit de vivre quelque chose de beau sans permission. » Kevin resta figé. Les mots lui brûlaient, mais il n'en trouvait aucun. Naya ajouta, sans trembler, « Tu veux savoir ce qui est drôle? Vous avez tellement voulu filmer ma honte que vous avez filmé ma force. Vous n'avez pas humilié une femme. Vous avez capté sa renaissance. » Elle se tourna vers Elias. Il n'attendait pas qu'elle demande. Il se leva aussitôt. Il posa une main légère sur son épaule, mais seulement après qu'elle ait jeté un regard qui disait « Je suis encore debout. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. » Il l'accompagna pourtant, par soutien et non par pitié. Alors il parla, non pas au nom de Naya, au nom de lui-même. « Je veux que vous regardiez cette vidéo et que vous compreniez une chose. Ce n'est pas elle qui vous fera de la peine demain. C'est votre reflet. » Léo voulut répondre, mais aucun mot ne sortit, parce que pour la première fois de sa vie, il avait honte. Pas honte d'avoir été découvert, honte d'avoir été ce genre d'homme. Naya reprit la parole. « Supprimez-la. » Kevin hocha immédiatement. Léo resta immobile, puis appuya sur « supprimer ». Mais ce n'était pas ça le vrai effacement. Le vrai effacement, c'était le silence qui suivit. Le silence d'un monde qui venait de changer légèrement de gravité.
Le silence où quelqu'un se rend compte qu'il a participé à un crime invisible, à une violence qui n'a pas de gifle, mais des cicatrices. Ils retournèrent à leur table, pas fâchés, pas brisés, juste un peu plus vivants. Elias souffla en riant doucement. Eh bien, je crois que c'est la date la plus chaotique de ma vie. Naya répondit, et pourtant, c'est peut-être la plus vraie. Il lui offrit un sourire discret. Tu veux continuer? Elle réfléchit. Son cœur battait vite, mais ce battement n'était plus celui de la peur, c'était celui de la liberté. Elle hocha la tête. Oui, continuons. Pas pour eux, pour nous. Il s'assit, elle aussi. Et pour la première fois, elle ne s'assit pas pour se faire petite. Elle s'assit pour exister. Le café s'était vidé, les tasses avaient été débarrassées, les chaises rangées un peu plus près des murs. Le silence, un vrai silence, doux, épais, remplissait l'espace à la place des conversations. Naya et Elias restaient encore là, deux survivants d'une scène qui n'aurait jamais dû exister, deux rescapés d'une blague qui avait perdu son poison en chemin. Ils ne se cachaient plus derrière des phrases de politesse. Il n'y avait plus d'effort pour impressionner, plus de masque social, juste l'authentique, le brut, l'humain. Naya jouait avec un sachet de sucre, le pliant, le dépliant. Elle avait l'air calme, ce qui chez elle voulait dire « Je tiens debout au milieu d'un tremblement de terre ». Elias la regardait discrètement, pas pour la juger, pas pour évaluer, juste pour apprendre son visage par cœur comme on apprend le chemin d'une maison. « Tu veux partir ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. « Non, si je pars maintenant, j'aurai l'impression qu'ils ont gagné. » Il sourit avec une complicité sincère. « Alors restons. C'est peut-être la chose la plus rebelle qu'on puisse faire. » Un silence. Puis Naya dit, presque comme un aveu, « Tu veux que je sois honnête? Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti jolie. » Elias resta immobile, juste présent. Elle inspira. « Le monde te le répète tellement de fois que tu finis par y croire toi-même, que ton corps est un problème, que ton visage ne mérite pas d'être regardé avec douceur, que ton rire prend trop de place, que tes photos doivent être cadrées pour cacher ce qui dépasse. Alors tu te fais petite, tu t'assois en bord de groupe, tu changes de trottoir pour éviter les regards, tu portes du noir, toujours du noir. » Sa voix se brisa légèrement. Et puis un jour, tu t'aperçois que tout ce que t'as voulu faire disparaître, c'était la partie la plus vivante de toi. Elle baissa les yeux. Je n'ai pas peur d'être grosse. Je suis fatigué que ça soit la seule chose qu'il voit. Elias posa ses coudes sur la table. Il parla doucement, lentement. Chaque mot pesé, sincère, sans héroïsme maladroit. Tu veux savoir ce que j'ai vu, moi, quand je suis entrée? Elle releva les yeux, méfiante malgré elle. J'ai vu une femme qui ne s'excuse pas d'exister, une femme que la vie n'a pas réussi à casser, et qui porte ses cicatrices comme d'autres portent des bijoux. Un long silence, puis il ajouta en souriant, « Et j'ai vu la plus belle robe bordeaux de ma vie. » Naya rit, un rire nouveau, pas nerveux, pas défensif, un rire qui venait du ventre et qui n'avait pas honte de prendre de la place. Au fond du café, les deux serveuses les observaient discrètement. L'une murmura, « Tu crois qu'ils se connaissent ?» L'autre répondit, « Non, mais on dirait qu'ils savent déjà comment se réparer. » Tu sais ce qui me fait peur?
avoua Naya. Qu'un jour ma fille se regarde dans le miroir et se déteste avant même de comprendre pourquoi. Qu'elle entende le monde avant de s'entendre elle-même. Qu'elle apprenne que pour être acceptable, il faut d'abord se faire plus petite. Son regard se durcit, un feu s'y alluma. Je refuse qu'elle hérite de mes blessures. Je veux qu'elle hérite de ma révolte. Elias acquiesça. Luna, ma fille, elle pense que tout est possible. Elle m'a dit un jour que mon ventre était comme un coussin magique pour faire des câlins. Il rit doucement. Elle ne voit pas la honte. Elle voit le confort. Elle voit la douceur. Et elle a raison de voir ça. Naya le fixa longtemps. Ce regard-là n'était plus la prudence, ni le doute. C'était une reconnaissance. Une âme reconnaissant une autre. Elias prit une respiration plus profonde, comme s'il se préparait à jeter quelque chose de précieux. Je veux que tu saches quelque chose. Si tu veux qu'on reste juste amis, ça me va. Si tu veux qu'on se revoie, ça me va encore plus. Mais je te promets une chose. Si un jour tu te regardes et que tu oublies ce que tu vaux, je te le rappellerai. Et ça ne sera jamais un mensonge. Naya resta bouche close, pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que pour la première fois depuis des années, on ne lui demandait rien, on lui offrait, simplement. Elle posa sa main sur la table, pas pour qu'il la prenne, pour voir s'il le ferait. Il la prit, sans hésiter, comme si c'était naturel, comme si ça avait toujours dû arriver. Le café L'Aube douce n'était plus un théâtre de ridicule. C'était devenu une cathédrale, et leurs mains enlacées étaient une prière. Le serveur termina de ranger les derniers verres. Les lumières du café passèrent d'un jaune chaleureux à une douce lueur tamisée, comme si la pièce elle-même voulait leur offrir un instant de répit. Naya et Elias étaient restés longtemps après la fin du dessert, pas par obligation, pas par malaise, parce qu'ils savaient, sans l'avoir dit, que ce moment-là ne reviendrait pas de la même façon. Ils avaient à traverser la gêne, la honte, le piège, les regards. Ils avaient survécu à une scène écrite contre eux et ils l'avaient réécrite. Maintenant, il restait le calme après la tempête. Et ce calme était beau. « Tu veux que je t'avoue un secret ?» dit Elias, brisant doucement le silence. « Je t'écoute. Je ne suis pas resté parce que je suis un héros. Je suis resté parce que je me suis reconnu en toi. Et je me suis dit qu'on aurait pu être deux naufragés qui se manquent toute leur vie, ou deux survivants qui décident de s'accrocher ensemble. » Naya sourit avec une fatigue heureuse. « Tu sais ce qui m'a frappé en premier chez toi? Ma barbe négligée ?» Elle rit. « Non, ton regard ?» Il haussa un sourcil. « Mon regard ?» Elle hocha la tête. « Le regard d'un homme qui a beaucoup perdu, mais qui n'a pas lâché. C'est rare. Beaucoup perdent et deviennent ta mère. Toi, tu as mal, mais tu restes doux. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit « Bah, personne ne m'a jamais dit ça. C'est parce que personne ne t'a regardé avec attention. Mais moi, je suis une spécialiste. On a ce talent, nous les femmes, que le monde essaie de rendre invisible. On voit tout. Ce n'était pas une phrase, c'était une couronne. » Un éclair d'hésitation traversa les yeux de Naya. Elle posa sa main sur sa robe, la lissant nerveusement. Puis elle dit « Je vais te montrer quelque chose, mais si tu ris, je pars. » « Je ne rirai pas. » Elle inspira profondément, puis discrètement, elle releva légèrement sa manche.
Sous sa peau, sur son bras, un tatouage. Pas fin, pas délicat, pas esthétique comme une citation en latin. Un mot, simple, brut, renaître. Elias le regarda profondément. C'est toi qui l'as choisi? Oui, à un moment où je pensais que je ne me relèverais plus jamais. Je l'ai mis là parce que je voulais le voir chaque fois que j'aurais honte de me montrer. Elle replia sa manche. Mais souvent, je l'oublie. Elias se pencha. Il approcha sa main, mais ne la toucha pas sans permission. Il la laissa visible, ouverte, posée entre eux deux. Tu veux que je te le rappelle quand tu oublies? Naya ferma les yeux. Une seule seconde. Juste le temps qu'une larme silencieuse glisse sans bruit. Puis elle répondit « Oui, s'il te plaît ». Ils restèrent ainsi, main pas tout à fait dans la main, mais pas loin. Regards qui se parlent sans mots. Quelque chose avait changé. Ce n'était plus un rendez-vous arrangé. Ce n'était plus un piège. Ce n'était plus une blague. C'était une scène qu'aucun des deux n'avait eu l'occasion de jouer dans sa vie, celle où quelqu'un vous voit et ne détourne pas les yeux. Elias sortit son téléphone et le posa doucement sur la table. « Est-ce que ça te dérangerait si je prenais une photo? Pas de toi, de ce moment, pour me rappeler que c'est réel. » Elle réfléchit, puis répondit « Prends-nous, ensemble, je veux me souvenir aussi. » Il ne sortit pas l'appareil frontal. Il retourna le téléphone. Pas de selfie posé, pas de mise en scène. Il posa son bras à côté du sien sur la table. L'un mince, veiné, l'autre rond, doux, marqué d'un tatouage vécu. Il prit la photo, un cliché de deux bras voisins, deux mains pas encore jointes, mais prêtes. Voilà! Elle regarda l'écran, et ce qu'elle vit là n'était pas une preuve de honte. C'était la preuve d'un départ. « Tu veux qu'on se revoie ?» demanda Elias. Pas timidement, pas avec emphase, juste, honnêtement. Naya sentit une chaleur étrange monter. Pas du malaise, du courage. « Oui, je veux. » Puis elle ajouta avec une lueur de défi dans les yeux. « Mais la prochaine fois, je choisis le lieu et je ramène un gâteau. » Elias sourit. « Parfait. Moi, je ramène la glace. » Aaron, le serveur, leur apporta l'addition. Ils la regardèrent. Puis Elias dit « Je t'invite. » Naya secoua la tête. « Non, pas aujourd'hui. Je veux payer ma part. Je veux prouver que je suis venu par choix, pas par gratitude. » Il sourit. « Alors on partage. 50-50. Comme un pacte. » Elle hocha la tête. « Comme un pacte. » Ils payèrent, se levèrent, marchèrent vers la sortie. L'air frais du dehors les cueillit. La nuit venait doucement de tomber. Ils restèrent plantés là, devant la porte, sans savoir comment dire au revoir, sans dire à jamais. Elias tendit la main. « Merci d'avoir fait de cette blague un miracle. » Naya prit sa main, pas timidement, avec dignité. « Merci d'avoir refusé de rire avec eux. » Ils se lâchèrent, se regardèrent une dernière fois, puis s'éloignèrent, chacun dans sa direction. Pas déchirés, pas incomplets, mais invincibles. Cette nuit-là, dans un petit appartement du 19e arrondissement, une femme noire, ronde, magnifique et fatiguée, se regarda dans le miroir et se trouva vivante. Le lundi matin, le monde se réveilla sans savoir qu'il avait changé. Mais dans l'appartement de Naya, quelque chose était différent. Elle faisait son café sans trembler. Elle choisissait sa robe sans s'excuser. Elle se regardait dans le miroir et ne détournait pas les yeux. Elle se coiffa,
mit son rouge à lèvres bordeaux, attacha sa tresse de côté et inspira longuement. Ce n'était pas une armure, c'était une déclaration. Je ne suis plus celle qu'on peut ridiculiser à volonté. Les rues étaient encore humides de la pluie de l'aube. Les voitures passaient, indifférentes. Le monde tournait. Mais Naya savait que son monde à elle allait la tester. Quand elle entra dans les bureaux de Mercier & Co., tout fut exactement comme d'habitude. Trop calme, trop normal. Ce silence précis, presque chirurgical, réservé aux gens qui espèrent un spectacle. Les têtes se levèrent. Les regards glissèrent. Les chuchotements rampèrent. Elle avança, un pas fiable, puis un autre. Et finalement, elle les vit, les deux coupables, Thomas et Léo, les organisateurs du rendez-vous surprise, les humoristes de pacotille, les princes autoproclamés de l'humiliation. Ils étaient assis à la machine à café, exactement comme le jour où ils avaient préparé leur blague. Leur regard croisa le sien. Ils attendaient quelque chose. Honte, colère, pleurs, n'importe quoi qui prouverait qu'ils avaient à gagner. Naya passa devant eux, sans s'arrêter. Mais avant de disparaître au bout du couloir, elle se retourna, les regarda droit dans les yeux et dit calmement « Vous avez raté votre spectacle, mais vous avez créé quelque chose de bien plus puissant que vous. Alors merci. » Elle sourit, un sourire qui n'était pas gentil, un sourire qui signifiait « Je vous ai dépassé ». Puis elle entra dans son bureau et referma la porte. Ils restèrent silencieux. Léo fronça les sourcils. « C'est quoi ce ton ? Elle devrait être en train de pleurer, pas de faire la Castro. » Thomas tenta de rire, mais son rire sonnait faux. « Elle joue la grande dame. T'inquiète pas, ça va passer. On a tout filmé, non ? On va diffuser ça, et là, elle va se calmer. » Mais une voix derrière eux répondit « Vous ne montrerez rien. » Ils se retournèrent. Une femme, la quarantaine, badge RH accroché à la veste, se tenait derrière eux. Madame Lefebvre, elle tenait une feuille imprimée. « Je viens de recevoir une copie de votre conversation de samedi. Une collègue vous a filmé pendant que vous prépariez votre blague. On voit clairement votre intention de nuire à Naya. » Les deux hommes devinrent blêmes. C'était juste une plaisanterie. On voulait détendre l'ambiance. Et elle a dit oui, personne ne l'a forcée. Madame Lefebvre les fusilla du regard. Ce que vous avez fait s'appelle harcèlement moral, humiliation intentionnelle, discrimination basée sur l'apparence et l'état de santé. Elle posa le dossier sur la table. Vous êtes convoqué cet après-midi avec la direction. Je vous conseille vivement de venir avec un avocat. Puis elle s'éloigna. Silence. Un silence qui ne leur appartenait plus. Dans son bureau, Naya travaillait. Oui, travaillait. Parce qu'elle n'allait pas leur offrir une larme ou une crise. Mais ses mains tremblaient un peu. Pas de peur, d'adrénaline. Une notification s'alluma sur son écran. De Elias Images. Elle ouvrit. C'était la photo qu'il avait prise la veille. Deux bras posés côte à côte sur une table de café. Deux mondes différents, mais alignés. Et sous la photo, un message simple. Je me suis réveillé avec l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'important. Si tu as besoin de moi aujourd'hui, j'arrive. Sinon, sache juste que je crois en toi. Naya sentit quelque chose risquer de se briser. Pas son courage, son isolement. Elle écrivit « Merci, ça suffit déjà ». Puis lentement, elle posa sa main sur son bras
là où se trouvait le tatouage. Renaître. Elle ne l'avait pas oublié cette fois. À midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune stagiaire, Aïcha, passa dans son bureau. Elle resta quelques secondes à la porte, hésitante, puis dit d'une voix timide, « Je voulais juste vous dire que ce que vous avez fait ce week-end, c'était incroyable. On était plusieurs à le voir, et ça m'a donné du courage. » Naya resta figée. Elle n'avait pas prévu ça. « Merci, vraiment, » dit-elle simplement. La stagiaire hocha la tête, retint ses larmes, puis s'en alla. Puis ce fut Julien, puis Yasmina, puis un collègue du 4e qu'elle ne connaissait même pas. Des gens qu'elle n'imaginait pas la regarder, avec respect, avec admiration, avec reconnaissance. Non pas parce qu'elle gagnait, mais parce qu'elle avait survécu dignement. À 16 heures, la direction convoqua Naya. Thomas et Léo étaient là. Leurs visages n'avaient plus rien de supérieur, plus rien de drôle. Ils s'asseyaient, dociles, comme deux enfants pris en faute. Le directeur général prit la parole. « Nous avons examiné les preuves. Ce que vous avez fait relève du harcèlement grave. Vous serez suspendu à titre conservatoire immédiatement. Des procédures disciplinaires sont en cours, avec possibilité de renvoi définitif. » Naya resta calme. Elle ne voulait pas leur destruction. Elle voulait leur prise de conscience. Mais ce n'était plus à elle de porter ça. Elle se leva, se tourna vers eux et dit simplement « Je ne vous souhaite pas d'avoir mal comme j'ai eu mal. Je vous souhaite de comprendre. C'est la seule façon que ça ne se reproduise pas. » Puis elle sortit. Elle ne tremblait plus. Cette fois, en passant devant la machine à café, personne ne regarda Naya avec moquerie. Ils la regardèrent comme on regarde quelqu'un qui a traversé un incendie et qui en est ressorti debout. Le vendredi soir arriva comme une respiration longtemps retenue. Naya ferma son ordinateur, prit son manteau et sortit de l'immeuble sans regarder derrière elle. Pas cette fois, pas aujourd'hui. Elle ne fuyait plus un endroit. Elle rentrait vers quelqu'un. Le vent était froid mais pas hostile. Il flottait une odeur de terre humide, de boulangerie encore ouverte et d'un soir où tout pouvait basculer, enfin du bon côté. Elle ouvrit son téléphone. Elias, je prépare le dîner. Rien d'extraordinaire. Juste du vrai manger, pas du plastique. Naya, ça me va. Mais si tu as mis des brocolis, je viens armé. Elias, je prends le risque. Il ajouta un emoji couteau. Elle éclata de rire seule dans la rue et réalisa qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où ça lui était arrivé. L'appartement d'Elias était simple, modeste, mais profondément vivant. Des dessins d'enfants sur le frigo signés Lou 6 ans. Une guitare posée dans un coin, un plaid usé sur le canapé, et surtout, aucune trace de perfection. Tout était vrai, et Naya n'avait jamais autant apprécié l'imperfection. Elias ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe. « Tu es là, » dit-il. « Pas tu es belle, pas contente de te voir. Juste une phrase simple mais profonde. Tu es là. » Comme si ça suffisait. Elle posa son manteau. Il posa son regard. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis une petite voix aiguë surgit du salon. « Papa, elle est là. C'est elle ?» Une fillette apparut, cheveux bouclés, peau caramel, pyjama licorne. Elle examina Naya avec un sérieux presque scientifique. « Tu aimes les lasagnes ? J'adore les lasagnes. Alors tu peux rester. »
Et juste comme ça, la glace fut brisée. Ils mangèrent ensemble autour d'une petite table ronde. Elias servait, Lou posait trop de questions, et Naya tentait de suivre sans éclater de rire toutes les 10 secondes. C'est vrai que tu travailles avec des chiffres. Oui, beaucoup de chiffres. Trop parfois. Moi aussi j'aime les chiffres, surtout quand il n'y en a pas. Tu veux dire zéro? Non? Vacances. Naya faillit s'étouffer. Elias sourit sans dire un mot. Lou se retourna soudain vers son père. Papa, elle est plus belle que l'autre dame. Silence. Naya cligna des yeux. Elias devint rouge. Quelle autre dame? Demanda Naya, mi-amusée, mi-inquiète. Celle qui était jolie mais qui parlait comme une météo triste. Naya se retourna vers Elias, hilar. Une météo triste? Laisse tomber, c'est une longue histoire. Mais elle vit le message derrière la plaisanterie. Il y avait eu quelqu'un avant, mais elle n'était pas restée. Plus tard, lorsque Lou fut couché, ils restèrent au salon, lumière tamisée, musique douce, un silence confortable. Puis Elias lui dit doucement, « Je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas gentil avec toi parce que je te plains. Je suis gentil parce que tu imposes le respect. Et ça, c'est rare. » Naya baissa le regard, une boule de mots coincée dans sa gorge. « Tu ne me dois rien, Elias. Je ne veux pas devenir un projet de réparation. » Il secoua la tête. « Si tu étais un projet, je t'aurais fui dès le début. J'ai déjà donné. » Naya ferma les yeux. Elle aurait voulu répondre par un trait d'humour, une pirouette, n'importe quoi pour ne pas exposer ce qu'elle cachait. Mais ce soir-là, elle était trop fatiguée pour fuir. Alors elle parla, pas fort, pas vite, mais vrai. Tu sais, quand on est grosse, le monde ne te laisse jamais oublier que tu l'es. Chaque regard, chaque chaise, chaque métro, chaque photo, chaque rire au mauvais moment te confirme que tu prends trop de place. Même quand tu essaies de devenir invisible, on apprend à se faire petite dans un corps trop grand. On s'excuse sans cesse d'exister. On attend toujours d'être quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé. Elle releva les yeux. J'ai cru que je devais maigrir pour avoir droit au respect. Mais ce que je veux maintenant, c'est qu'on me respecte même si je ne maigris jamais. Un silence, pas lourd, puissant. Elias s'approcha, très lentement. Il ne la toucha pas. Il ne la prit pas dans ses bras. Il fit mieux que ça. Tu es respecté, ici, maintenant, exactement comme tu es. Et cette phrase pesa plus que tous les régimes du monde. Elle resta encore un moment, puis se leva pour partir. Elias l'accompagna à la porte. « On se revoit ?» demanda-t-elle, la voix presque fragile. « Naya ?» Il écarta un rideau pour lui montrer une petite plante sur la fenêtre. « J'ai replanté le basilic. Ça veut dire que j'attends quelqu'un. » Elle sourit. « Le basilic, c'est sérieux. » Très. Ils restèrent un instant immobiles. Un souffle partagé, une promesse silencieuse. Puis elle partit. Et sur le chemin du retour, elle se rendit compte d'une chose. Ce soir, elle n'avait pas eu peur de la lumière. La semaine suivante commença bien, peut-être trop bien. Le lundi, Naya se sentit légère. Pas dans son corps, mais dans sa tête. Elle mangea un vrai petit déjeuner, prit le temps de se maquiller, sourit même devant la vitre sombre du métro.
Le monde était encore hostile, mais elle ne l'était plus envers elle-même. Elle avançait enfin. Mais la progression n'est jamais une ligne droite. Elle est un cercle. Et certains cercles reviennent frapper là où ça fait mal. Le mercredi, un mail anodin arriva au bureau. Objet, photo du team building, à imprimer et afficher dans l'entrée clic. Et là, dans la quatrième image, elle se vit. Elle n'avait jamais oublié qu'elle était grosse, mais elle avait réussi pendant quelques jours à ne pas s'en faire une prison, jusqu'à ce que cette photo le lui hurle au visage. Son bras lui sembla énorme. Son ventre ressortait sous son chemisier. Sa posture était figée, comme si elle tentait déjà de disparaître. Et surtout, les autres souriaient. Elle, non. Un nœud se forma dans sa gorge. La même sensation qu'à 8 ans quand une bande de garçons l'avait surnommée double d'équerre. La même sensation qu'à 15 ans quand sa première crush lui avait dit « Je t'aime bien, mais pas comme ça, tu vois ». La même sensation qu'à 21 ans quand un médecin lui avait dit « Revenir quand vous aurez perdu du poids, sinon ça sert à rien ». Cette photo n'était pas juste une image, c'était une sentence. Elle ferma brusquement l'onglet. Son cœur battait trop vite. Ses mains tremblaient. Elle tenta de respirer. Mais le monologue intérieur s'abattit sur elle comme une tempête. Tu t'es fait des illusions. Tu as cru que tu pouvais être aimé comme ça? Regarde-toi. Regarde ce corps. Regarde ce que le monde voit en premier et en dernier. Tu ne seras jamais assez. Pas comme ça. Jamais. Ah! Le soir, elle rentra chez elle sans répondre au message d'Elias. Il en avait envoyé 2. Simple. Doux. Passe une bonne journée. Je pense à toi. Tout va bien? Tu es silencieuse aujourd'hui. Elle cliqua sur la conversation. Tapa 3 lettres. Effaça. Referma l'application. Puis elle alla droit à la salle de bain. Se posta devant la balance. Cette chose blanche, immobile, qui juge sans parler. Elle hésita, puis monta. Le chiffre apparut, et tout son monde s'effondra. Ce n'était pas juste un nombre, c'était une accusation, un verdict, une preuve qu'elle n'avait rien réglé. Une colère froide parcourut ses veines. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était battue, et se sentit soudain ridicule. Ridicule de croire qu'un compliment pouvait remplacer une perte de poids. Ridicule de croire qu'elle pouvait être aimée sans devenir meilleure. Ridicule de se croire forte alors qu'une simple photo la détruisait encore. Elle éteignit la lumière. Elle voulut se cacher, se dissoudre, se taire. Le lendemain, elle ne vint pas au travail. Elle n'appela personne. Elle resta allongée, sans manger, sans musique, sans rien. Le téléphone vibra encore. 1 fois, 2 fois, 9 fois. Puis une dernière fois. Elias, je viens. Si tu veux que je reparte, tu n'auras qu'à me le dire. Mais je viens. Elle ne répondit pas, mais elle ne verrouilla pas la porte. 1 heure plus tard, elle entendit les clés. Pas des clés de propriétaire, des clés de confiance, celles qu'elle lui avait données. Elias entra. Il resta silencieux. Il vit la balance, renversée sur le tapis. Il vit les yeux gonflés de Naya. Il vit la couverture serrée trop fort autour d'elle. Il comprit tout ce qu'elle ne disait pas. Il s'assit à côté d'elle, dos contre le mur. Pas face à elle, pas au-dessus d'elle, à côté. Après un long silence, il dit seulement « Ce chiffre ne te définit pas, mais je sais que tu ne peux pas l'ignorer. Alors je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas te dire que ça n'a pas d'importance. Je vais juste te dire ceci.
Tu n'as pas à mériter ton propre souffle. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour avoir le droit d'exister. Et tu n'as pas besoin d'aller bien pour que je reste. Elle voulut répondre, mais sa voix se brisa. Alors il ajouta doucement, si tu veux perdre du poids, je serai là. Si tu ne veux pas, je serai là aussi. Mais ce que je refuse, c'est de t'aider à te détester. Les mots tombèrent, non pas comme un remède magique, mais comme une main tendue au milieu d'une tempête. Elle se mit à pleurer. Pas des larmes légères, des larmes lourdes, de celles qui lavent ce que personne ne voit. Quand elle put enfin respirer, elle murmura d'une voix brisée, « Je ne veux plus me battre seule. » Elias hocha la tête. « Alors bats-toi avec moi, pas contre toi. » Ce soir-là, ils ne parlèrent plus du poids. Ils ne parlèrent plus de la photo. Ils ne parlèrent plus de la balance. Ils parlèrent de musique, d'enfance, de la peur d'être abandonné, de la honte qu'on promène sans la montrer. Et quand Naya s'endormit sur son épaule, Elias la couvrit avec la couverture et resta éveillé longtemps. Pas pour surveiller, pour veiller, parce que parfois aimer quelqu'un ne veut pas dire le réparer. Parfois, ça veut dire rester pendant qu'il se reconstruit et l'aimer, sans condition, sans échéance, sans garantie, juste l'aimer. Mais 3 semaines passèrent, pas miraculeuses, pas faciles, mais vraies. Naya n'avait pas changé de corps, elle n'avait pas perdu 30 kilos, elle n'avait pas découvert un régime magique. Ce genre d'histoire, c'est bon pour les publicités. La vraie transformation était beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante. Elle recommença à sourire, elle recommença à sortir, elle commença à dire non aux choses qui la détruisaient. Elle désactiva les notifications des comptes Body Goal. Elle jeta 3 vêtements qu'elle gardait pour quand elle serait mince. Elle se regarda dans le miroir sans se détester. Et un soir, dans une petite cuisine, elle dit à Elias, « Je ne veux plus me battre pour être aimée. Je veux me battre pour être vivante. » Il répondit, « Alors tu es déjà en train de gagner. » Ce qui arriva ensuite, personne ne l'avait vu venir. Un mail interne fut envoyé à toute l'entreprise. Objet, réunion obligatoire, thème, harcèlement et culture d'entreprise. Une salle pleine, une tension silencieuse, un écran allumé. On entendit des murmures. C'est sûrement à cause de l'histoire de la blague. J'ai entendu dire qu'ils veulent éviter un procès. Tu crois qu'elle sera là? Elle était là, pas cachée, pas effacée. Assise au premier rang, robe rouge sombre, tête haute, le directeur prit la parole. Professionnel, froid, mais avec une pointe d'inconfort dans la voix. Nous allons projeter une séquence qui servira de base à notre discussion. Les lumières s'éteignirent, un écran s'illumina, et l'enfer se projeta. La vidéo, la vraie vidéo. Pas celle que Thomas et Léo avaient espéré utiliser, mais celle qu'une collègue avait enregistrée en cachette. Les 2 hommes en train de planifier la blague, riant, se moquant du poids de Naya, parlant d'elle comme d'un divertissement, comme si elle n'était pas humaine. La salle resta paralysée. Puis, la suite, la scène du café, le moment où Naya comprend le piège. Pas le moment humiliant, le moment où elle refuse d'être brisée, le moment où elle regarde Aurora droit dans les yeux, où elle répond avec patience, intelligence, respect, alors qu'elle aurait eu 1000 raisons de s'effondrer. Un silence total, puis contre toutes attentes, elle se leva, pas pour pleurer, pas pour crier,
pas pour se justifier. Elle prit le micro, elle respira une fois, deux fois, et dit calmement, « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour que personne d'autre n'ait à survivre à ce que j'ai vécu. Parce que l'humiliation publique, ce n'est pas une blague, c'est une blessure qui reste. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous fait croire sur vous-même. » Elle regarda l'assistance. Tous la fixaient. Certains pleurèrent déjà. J'ai passé des années à croire que j'avais mérité qu'on me traite comme ça, à croire que mon corps faisait de moi une cible. Mais aujourd'hui, je refuse de jouer le rôle qu'on m'a écrit. Je suis assez. Je n'ai rien à prouver. Et surtout, je ne suis pas une leçon. Je suis une personne. Il y eut un silence, puis une seule paire de mains applaudit, puis une deuxième, puis toute la salle, pas par politesse, mais parce qu'ils venaient de comprendre quelque chose de fondamental. Naya ne demandait pas de la compassion, elle imposait le respect. Le soir même, la décision officielle tomba. Thomas et Léo, licenciés, sans négociation, sans discours. Certains diront qu'ils l'avaient recherché, d'autres diront que c'était trop. Mais la vérité, ce n'était pas une punition, c'était une limite, une ligne enfin tracée. La vie reprit, pas parfaite, pas glamour, mais différente. Elias emmena Lou à la mer le week-end suivant. Naya les rejoignit. Lou courait dans le sable, les bras ouverts comme des ailes. Elias lisait un livre. Naya avançait, pieds nus, robe gonflée par le vent. À un moment, l'enfant cria « Naya, viens voir, viens sentir l'océan !» Naya hésita. Elle regarda autour d'elle. Les autres corps, les regards possibles, les jugements silencieux. Puis elle inspira, retira ses chaussures et marcha. Chaque pas contre le sable était une victoire. Lou la prit par la main. « Tu sais, tu respires comme quelqu'un qui n'a plus peur. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vivante. Pas juste vivante malgré quelque chose. Vivante. Point. Et au retour sur la route, Elias lui demanda doucement « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» Elle secoua la tête. Il sourit. « Je vois quelqu'un qui a survécu à ce qui aurait détruit d'autres personnes et qui a choisi l'amour à la place de la haine. Tu n'es pas forte parce que tu ne tombes pas. Tu es forte parce que tu te relèves et tu ne changes pas ton cœur pour devenir comme eux. » Elle ferma les yeux, les larmes au bord des cils. Pas des larmes de douleur, des larmes de reconnaissance. Elle n'était plus seule. Elle ne l'avait jamais été vraiment. Elle avait juste été entourée de silence. Et maintenant, elle savait que son silence n'était plus une honte. C'était une force. Le monde jugera ton corps avant d'écouter ton histoire. Mais ce que tu choisis de répondre, c'est là que commence ta liberté. Les insultes blessent, les regards pèsent, mais aucun rire au monde n'est plus puissant qu'une personne qui se relève. Tu n'as pas à devenir acceptable pour mériter le respect. Tu es déjà suffisante, exactement comme tu es. C'était Histoire de dîmes, là où chaque silence cache une vérité. Si tu as déjà été jugé avant d'être connu, cette histoire était pour toi.